tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de décembre. Alors le bilan arrive un peu tardivement, mais en fait janvier est une période extrêmement chargée, donc en fait j'ai quasiment pas le temps de filmer du tout. Vous verrez aussi qu'en janvier il y aura quasiment aucune lecture aussi, comme en décembre, parce que j'ai lu que 3 romans pendant le mois de décembre. En plus c'était pas forcément, à part un roman, les autres étaient plutôt courts en réalité. Mais voilà, j'ai pas trop eu le temps. Et en plus de ça, vous allez voir, mon bilan est assez mitigé parce que les 3 lectures ne sont pas des coups de cœur. J'ai mis plus ou moins les mêmes notes à chaque fois. Je vais commencer avec les romans que je n'ai plus chez moi parce que je les ai déjà revendus, pour vous dire à quel point ça m'a plu. On commence avec le tout premier qui est Secret Santa, écrit par Sophie Jomain. Je vais pas trop m'éterniser dessus parce que j'ai fait une vidéo justement où je parle déjà de ce roman. C'est un vlog lecture tout simplement, donc je vais vous rediriger là vers la vidéo si ça vous intéresse. Donc je vais donner en fait mes réactions à chaud au fur et à mesure de ma lecture. Et ça n'a pas trop été ça n'a pas trop marché. Et pourtant, Sophie Jomain est une autrice que j'aime énormément. C'est pour le moment plus ou moins mon écrivaine française préférée. Mais alors là, pour le coup, avec ce que j'ai lu, j'étais surprise, on va dire. Mais bon, on va d'abord peut-être parler de l'histoire en elle-même, le résumé. Donc, on suit Fanette, qui est une jeune étudiante qui vient d'Aix-en-Provence, d'une famille très riche, vraiment. Plus ou moins, on comprend que, en gros, sa mère est en gros la créatrice d'un site de type Vinted, en gros. Et son père, je sais plus ce qu'il fait comme métier, mais pareil, il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, c'est une jeune femme qui a voyagé toute sa vie à l'étranger, qui a jamais manqué de rien. Et là, en fait, elle fait des études de sociologie à Lille. Sauf que là, il me semble, elle est en 2e année. Et en fait, là, elle est en train de se rendre compte que bah, ça lui plaît pas ce qu'elle fait. Et du coup, elle commence à décrocher. Sauf que elle a un peu comme une pression sociale puisque ses parents, justement, viennent en réalité de familles assez modestes, pas du tout riches. Et ils ont réussi eux-mêmes, justement, à, en gros, monter d'un cran dans l'échelle sociale, quoi. Et donc, elle se dit, mais mes parents, eux, ils ont fait tellement de choses. Moi, je peux pas, entre guillemets, rater ma vie, rater mes études et être là à rien faire. Parce que le truc, c'est qu'elle se dit, ces études que je fais ne me plaisent pas, mais à côté de ça, bah, elle sait pas quoi faire parce qu'elle a aucune idée de qu'est-ce qu'elle voudrait faire plus tard, quoi, quel métier, elle sait pas. Elle est perdue. Et en gros, son amie qui a fait les mêmes études qu'elle, qui s'appelle Inès, va lui dire eh ben, pourquoi tu rejoindrais pas ça, puis ça te changerait juste les idées, mais voilà, cette association lilloise qui justement offre des paniers repas, etc. Justement aux élèves, aux étudiants en grande précarité. Fanette va donc sur un coup de tête rejoindre l'association et elle va en fait faire la rencontre de Roméo, qui est un jeune étudiant qui vient des îles et surtout qui fait des études de médecine, mais qui ne vient pas du tout du même, on va dire, social background, comment on dit déjà en français, du même contexte social. Enfin, en fait, lui, il est pauvre. Et donc, elle va cacher sa situation à elle. Bon, pourquoi? On pourrait se demander pourquoi. Mais bref, elle va cacher sa situation, sauf qu'une relation va se développer entre eux. Tout ça dans un décor de Noël, puisque c'est un roman de l'Avent, ça s'appelle comme ça, puisque normalement le principe c'est de lire un chapitre par jour comme un calendrier de l'Avent. Pour moi, c'était une première fois, j'avais jamais lu de roman de ce type-là avant. Ce sera peut-être malheureusement la dernière fois que je fais ça parce que l'expérience ne m'a pas plu. Ce qu'il faut aussi retenir et bien garder en tête, c'est que c'est un roman à la base pour les adolescents. Et ça a son importance. Et c'est aussi en fait pour ça au final que là, j'ai pas matché. Parce que les personnages de fait sont assez caricaturaux, si je peux le dire comme ça. Et, enfin, ils sont énormément exagérés et en fait, bah, ça fait pas très réaliste. Enfin, je veux dire, typiquement, Fanette, au début du roman, elle a un copain qui s'appelle Gabin. Et c'est le cliché du gros connard riche qui aime les vroom vroom, les voitures, voilà, qui a sa belle voiture. Sa voiture, c'est toute sa vie, ça compte plus que sa propre copine. Voilà, les pauvres, ils les méprisent et leur crachent dessus. En fait, on a des portraits à chaque fois des personnages qui sont vraiment tirés par les cheveux un peu. En fait, le truc, c'est que même les personnages principaux, donc Fanette et Roméo, sont aussi stéréotypés à mort. Donc ça, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal aussi avec leurs réactions que je trouvais parfois complètement immatures. Mais en même temps, voilà, c'est pour les ados, donc
si vous êtes un adulte et que vous gardez votre regard d'adulte en lisant ce roman, vous risquez de pas trop aimer. Et puis c'est surtout que j'ai pas trouvé ça foufou, c'est-à-dire j'ai trouvé ça assez plat. Au final, il se passe vraiment pas grand-chose. C'est une histoire assez, au final, basique et que limite on rend compliqué pour rien. Vraiment, la fin m'a beaucoup déçue, notamment le comportement de Roméo que j'ai trouvé mais tellement dramatique et exagéré, et Fanette à contrario très culottée. Et puis la fin, au final, bon, c'est un spoiler, mais sans vraiment être un, parce que vous en doutez, avec un roman, ou plus précisément une romance de l'avant, vous savez comment ça va se terminer, ça va forcément être positif. C'est ce qui se passe, mais en fait, le conflit se résout vraiment littéralement que dans le dernier chapitre, quoi. Et donc après, c'est fini. Donc on peut même pas réellement profiter de l'histoire d'amour pleinement entre les deux personnages. Bon. Ensuite, deuxième roman que j'ai lu, pareil, je l'ai déjà revendu. Catastrophe. Il s'agit de la dernière enquête du Bureau des Affaires Extraordinaires, si je me rappelle bien du titre parce qu'il est très long, écrit par Viviane Moore et publié aux éditions 10-18. On commence par le résumé. Ça se passe à Paris au XVIe siècle, sous le règne d'Henri III, si je me rappelle bien, je crois. En tout cas, il y a toujours Catherine de Médicis qui est la reine au pouvoir. Donc je sais plus si c'est Henri III ou quoi. Je sais plus. Mais à ce moment-là, c'est son fils qui est au pouvoir. Bref. Et la ville, Paris, est assez tendue parce que le peuple est en train de mourir de faim, de maladie et de toute autre chose, pendant que le roi, avec ses laquais, s'amuse et dépense sans compter son argent et ne prend pas du tout en compte, ne prend pas en considération la situation des Parisiens. Donc le peuple est à deux doigts un peu de se révolter. Et pour ne pas arranger les choses, il y a une série de meurtres dans Paris assez sanguinaires et sauvages, puisque des personnes se font assassiner de façon très brutale, des organes sont arrachés et volés. Il y a carrément une rumeur qui commence à se répandre dans tout Paris, qui est que il s'agirait tout simplement d'un loup-garou, puisque certains affirment l'avoir vu, et certains vont même jusqu'à dire qu'il s'agirait du roi lui-même. Nous, on comprend très vite que il n'y a pas de loup-garou dans l'histoire. Enfin, je trouve que très rapidement, l'auteur nous fait écarter cette piste-là, en tout cas. Moi, quand je lisais le résumé, etc., je pensais qu'il y aurait du fantastique. Au final, pas vraiment. On a de l'ésotérisme, si vous voulez, mais voilà, le surnaturel très vite disparaît. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on a le bureau des enquêtes extraordinaires qui va être contacté, et leur but, ça va être justement de résoudre cette histoire, de retrouver le meurtrier pour faire en sorte que la ville ne se retrouve pas tout simplement à feu et à sang, puisque c'est ce qui risque de se passer. Et donc Jean Dumoncel, qui est grosso modo le chef de ce bureau, va mener l'enquête. Donc on va le suivre. Donc au niveau du genre, on peut dire qu'on est sur un roman policier. Certains disent que c'est un thriller, mais moi je suis pas d'accord, dans le sens où pour moi un thriller par rapport à un policier, la différence c'est qu'avec un thriller, il y a vraiment un aspect assez psychologique et vraiment un suspense haletant. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, un thriller, c'est beaucoup plus fort qu'un roman policier. Mais je n'ai pas vraiment aimé parce que j'ai trouvé que c'était, une fois de plus, plat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de suspense. Alors ok, on avait des pistes, nous-mêmes on se demandait, ah c'est peut-être lui, c'est peut-être... Mais en fait, le truc c'est que on a un nouveau suspect, et puis il y a l'enquête. Dès l'enquête et dès l'interrogatoire, on comprend de suite que oui, non, en fait, c'est pas lui. Et en fait, du coup, on se dit, bon, on passe à lui. Mais en fait, je sais pas, en fait, j'ai pas ressenti de tension. J'avais pas l'impression que, fallait vite trouver le tueur. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était assez fade. Les personnages, je les trouvais pas spécialement charismatiques. Au final, les seuls personnages qui m'ont vraiment intéressée sont des personnages secondaires. Qui du coup étaient un peu mis de côté au final. Et alors que j'aurais bien aimé les voir plus, parce que je trouvais pour le coup que leur histoire était plus intéressante, qu'il y avait des choses à développer en fait. Mais bon, non, on suit vraiment Jean Dumoncel tout le long. Et puis aussi le fait que on nous bombarde, mais vraiment on nous bombarde de personnages dès le départ. Ça, c'est un truc qui me saoule. Je déteste. Moi, j'ai mon avis tranché, hein, mais je déteste
quand un auteur, dès les 20 premières pages, il nous parle de minimum 10-15 personnages différents. Mais on s'en fout, enfin... Moi, je retiens pas les personnages. Déjà que de base, j'ai du mal à retenir les prénoms. Si en plus, on me parle d'une dizaine de persos d'un coup, qu'en plus, c'est des gens que je vais jamais revoir dans l'histoire ou que je vais revoir dans 50 pages juste une fois et après à nouveau ils disparaissent, bah c'est bien, mais je sais pas qui ils sont et j'oublie tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, à part Jean Dumoncel, je suis incapable de me rappeler des autres noms des autres personnages. Trop de personnages, en plus on a des ellipses, donc on passe d'une scène à une autre où Jean Dumoncel est avec un personnage, puis ensuite avec un autre, et un autre, et un autre. Donc je sais plus qui est quoi, son importance dans l'histoire, flic, pas flic, noblesse, pas noblesse, voilà. J'ai pas ressenti de tension, j'avais pas, moi-même j'étais pas en mode, ah oui, je vais à tout prix savoir qui est le meurtrier, qui c'est, surtout qu'au final quand on l'apprend, bah en fait on se dit, bah il n'y a pas de surprise. Enfin, j'étais là en mode, oui, 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 tout à fait, oui. C'est vrai, c'est lui. Je suis d'accord, ça correspond, mais bah, ça me surprend pas, quoi. Enfin, je sais pas quoi vous dire. En fait, voilà, je ne sais pas quoi dire sur ce bouquin parce que ce bouquin m'a laissé de marbre, tout simplement. On va terminer avec ma dernière lecture qui, pareil, c'est pas un coup de cœur, mais il y a quand même des choses qui m'ont plu. Donc, un peu plus positif quand même. J'ai lu 1984 de George Orwell en VO, donc en anglais. C'était long. Parce qu'en vrai, c'est une brique quand même, hein. Il fait 300 et quelques pages, mais écrit en petit, avec quasiment pas de marge. Faut du temps pour le lire. Et puis surtout, faut du temps quand on n'est pas dedans, parce que malheureusement, j'ai eu ce problème-là. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à avancer dans ma lecture. C'était horrible. J'ai failli l'abandonner, hein. J'aurais pu. J'ai forcé, je l'ai fini. En gros, on va suivre Winston. Winston qui travaille au ministère de la Vérité. Et en fait, son job, grosso modo, c'est de réécrire les informations. C'est-à-dire, on lui donne un extrait de journal du magazine Time et il va devoir modifier le magazine. Et ensuite, c'est ce que en fait, la population, les gens en bas, vont recevoir comme information. Voilà. Parce que c'est toute une question de manipulation des masses où on ne dit jamais la vérité et où tout le temps on réécrit l'histoire. C'est surtout ça. Parce que à ce moment-là, en gros, le monde est en guerre, mais ça fait des décennies, voire des siècles. On ne sait pas, parce que comme tout est flou, on ne sait pas réellement quelle est la vérité. Mais en tout cas, son continent est en guerre avec les autres. Et par exemple, typiquement, ça arrive fréquemment que en fait, les alliés, les ennemis changent. Et ben à chaque fois, lui, son job, ça va être de réécrire et de faire comme si, oui, depuis toujours, l'ennemi, c'est Eurasia ou un tel, mais bien sûr, alors qu'en fait, pas du tout. Sauf que Winston, il est pas con. Il sait que le gouvernement ment. Il sait que si jamais on devient un peu, comment dire, comme un divergent, on finit par être éliminé, on disparaît, plus personne ne nous voit. Donc il suppose que ces personnes-là sont assassinées, tout simplement. Et donc il est un peu conscient que y a quelque chose qui va pas. Lui-même est contre le gouvernement indirectement. Il a ces pensées-là, ce qu'on appelle les fameuses thought crimes en anglais, donc les pensées criminelles, pour lesquelles rien que le fait d'avoir des pensées qui vont à l'encontre des règles et en gros de la vision du gouvernement, on pourrait en fait justement finir emprisonné, voire mourir, juste pour ça, si jamais quelqu'un l'apprenait qu'on avait ce genre de pensée. En fait, on est vraiment dans un gouvernement totalitaire aussi, mais ça vous le savez, le fameux Big Brother is watching you, où on est tout le temps observé, il y a des caméras, etc. Et puis les propres citoyens se dénoncent entre eux, les enfants eux-mêmes sont plus ou moins les espions du gouvernement et dénoncent leurs propres parents. Enfin, c'est horrible. Mais bref, Winston, c'est un peu un paria au final, puisque lui-même petit à petit va mener des petites actions, des petits actes en fait criminels, mais il pense que voilà, personne ne le voit, il fait ça un peu en cachette. Et puis, en fait, mais je vais pas vous spoiler, mais en fait, nous, en tant que lecteurs, on va suivre ce personnage-là et ce qu'on va se poser comme question, c'est est-ce qu'il va se faire attraper au bout d'un moment? Si oui, qu'est-ce qui va lui arriver? Parce qu'il va forcément lui arriver quelque chose. Et surtout, jusqu'où va-t-il aller? En gros, pour moi, c'est ça les questions. Et puis, à la limite, peut-être dernière question, est-ce que ce monde peut être, ce gouvernement et cette société complètement totalitaire peut être renversé?
Alors bien sûr, je vais pas vous répondre à toutes ces questions-là parce que ce serait spoiler, hein. Mais mon avis, c'est que il y a 3 parties en fait pour le roman. La première partie, le début est assez intéressant parce que on découvre l'univers en fait, donc on est super intéressé et intrigué par justement cette société, comment elle fonctionne, aussi la langue, puisqu'il y a une nouvelle langue qui s'appelle justement la novlangue, qui justement est en train de s'installer petit à petit dans justement le langage même des habitants pour justement remplacer l'ancienne langue. Au début, on est intéressé, puis ça finit par devenir un peu long parce qu'il se passe pas grand chose, ça se répète assez, donc bon, ok, on se force, on se force. La partie 2, on a un personnage féminin qui arrive, il se passe des choses. Moi, j'ai trouvé ça très, très chiant, on va pas se mentir. J'ai trouvé ça très chiant. Et puis, on a la partie 3, où là, c'est l'explosion. Alors, de quoi, je ne vous dirai pas, mais c'est l'explosion. Et là, il se passe plein de choses. Donc, en fait, sur les 3 parties, la vraie partie qui m'a le plus intéressée, c'est la partie 3. Ce que je trouve dommage, parce que du coup, je trouve le roman très lent. Et j'ai l'impression qu'on aurait pu faire mieux en étant plus clair et concis au final, parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent en boucle, les mêmes idées qui sont redites ou qui sont cette fois-ci explicitées, mais qu'en fait, on avait déjà pu plus ou moins comprendre en tant que lecteur. Ça reste quand même super intéressant parce que on est obligé de faire des liens avec notre société actuelle, de se dire ah mais ça c'est ce qu'on est en train de vivre là maintenant, mais c'est ce qu'on a voulu nous imposer, mais et personne s'est interrogé, ah oui mais ça dans certains pays oui oui, et donc forcément on s'interroge, on se dit mais comment nous nos sociétés actuelles on peut en arriver là, comment on peut et ça passe comme une lettre à la poste en fait, personne ne dit rien, et certains sont conscients et ils disent d'accord oui non mais allons-y, les pleins pouvoirs comme ça, et bon, oui, la manipulation de la foule, surtout, et surtout des prolétaires. Ce qui m'a le plus intéressé et fasciné, c'est cette novlangue, qui est littéralement, en fait, l'appauvrissement de la langue pour justement contrôler les pensées et les limiter surtout. Où en fait, le but, c'est d'avoir un vocabulaire très pauvre, et donc en fait où des mots disparaissent, et donc avec les pensées, puisque comment exprimer une pensée quand on n'a pas les mots qui existent pour justement les exprimer. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que je trouve que c'est un peu ce qui se passe quand même. On sent que notre propre langue, elle s'appauvrit énormément, et puis on voit même les gens qui ont très peu de vocabulaire, au final, ils n'arrivent pas à communiquer. Enfin bref, je vais pas rentrer trop dans le détail et dans les analyses, et surtout dans mon opinion personnelle de certains sujets de société, mais je pense que ce bouquin-là, en fait, même si moi, j'étais au final déçue parce que j'adore les dystopies, et là, au final, je trouve que je suis un peu restée quand même sur ma faim. Je sais pas, peut-être que parce que j'ai besoin un peu qu'il y ait d'action, je sais pas. En tout cas, c'était moins bien que ce à quoi je m'attendais. Probablement aussi parce qu'on me l'a tellement vendu que, voilà, j'ai eu des attentes peut-être trop élevées. Mais je pense, malgré mon avis, qu'il faut que tout le monde le lise pour se faire son propre avis, parce que je suis persuadée que selon les sensibilités de chacun et chacune, on va avoir nos propres interprétations et nos propres ressentis et visions sur ce qui est écrit en fait. Et ça va forcément nous parler sur tel ou tel point. C'est donc la fin de ce bilan. Donc c'est assez mitigé, hein. Si j'ai pas eu de coup de cœur, il n'y a pas eu des lectures super intéressantes. Mais bon, que voulez-vous, ça arrive. Il y a des périodes comme ça. J'espère juste que ce sera plus agréable. Mais les prochaines lectures seront meilleures. Parce que sinon, c'est un peu déprimant. Ça, je vous avoue que ça m'a un peu coupé mon envie de lire, en plus de tout ce que j'ai à gérer en plus dans ma vie perso. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir et à me dire si vous avez lu certains de ces bouquins et ce que vous en avez pensé le cas échéant. On se retrouve donc très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. À bientôt!